Chaque fois que le roi quittait la chambre de Madame Mancini, malade, il trouvait à la porte une jolie jeune femme avec un livre. Elle le regardait de ses yeux sombres, et répondait au salut royal sans aucune gêne. La jeune fille se distingue des dames de la cour par son calme et son indifférence à l'égard de l'étiquette. Avec Louis, Marie communique sur un pied d'égalité. Marie est née en août 1639. Sa mère, Jeronima Mazarini, était la sœur de Giulio Mazarini. Jeronima a été élevée en Italie avec d'autres enfants. Dans la famille, elle était considérée comme un vilain petit canard. À la naissance de Maria, son père, féru d'astrologie, fit un horoscope pour sa fille et découvrit que la petite fille deviendrait une source d'ennui pour de nombreuses personnes. Les parents consultèrent et arrivèrent à la conclusion qu'il valait mieux confier Maria à un couvent. À l'âge de 7 ans, la petite fille fut confiée à un couvent en Italie. Elle y resta jusqu'à l'âge de 13 ans, puis le cardinal de France invita sa sœur et ses enfants chez lui, et Marie put persuader sa mère de la sortir du couvent et de l'emmener à Paris. En France, Jeronima n'est pas satisfaite du comportement de Maria, estimant qu'elle a une fille impolie et grossière. Elle l'envoie à nouveau au couvent, où elle reste jusqu'en 1656. Le temps passé au couvent, Marie le consacre à son éducation. Elle apprend bien le français et maîtrise le latin. Aimant lire, la jeune fille s'intéresse au grec et, après l'avoir appris, commence à étudier les ouvrages anciens. Lorsque Marie, âgée de 16 ans, est ramenée au palais royal où vit sa famille, elle apprend que sa mère est mourante. Le jeune roi Louis XIV vient chaque soir rendre visite à la femme souffrante. Jeronima, craignant que Marie ne la gêne, demande que lors des visites du roi, sa fille attende derrière la porte. C'est alors que Louis s'intéresse à la jeune fille. Il s'intéresse à la lisibilité de Marie, et leurs conversations deviennent de plus en plus longues. En 1657, la sœur de Marie, Olympia, qui avait l'habitude d'aimer le roi, se marie. Louis commence à être vu de plus en plus souvent avec Marie. Peu à peu, la sympathie pour une sœur est remplacée par la sympathie pour une autre sœur. À partir de l'hiver 1657, Marie commence à participer activement aux événements royaux. Lors du ballet, qui passionne le roi, la nièce du cardinal virevolte en dansant avec le souverain. En 1658, Louis se rend à Amiens, puis à Calais pour combattre. Il est accompagné d'une partie de la cour royale, dont Marie. La jeune fille se réincarne en amazone courageuse et monte à cheval sans crainte aux côtés du roi de France. Lorsque Louis tomba malade de la fièvre typhoïde et risqua de mourir, Marie sanglota tellement que sa souffrance fut remarquée par tous ceux qui l'entouraient. Et si, auparavant, la nièce du cardinal dérangeait beaucoup et était considérée comme une arriviste, après ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'elle aimait sincèrement le souverain. Le roi survécut, et Marie devint sa favorite. D'une sympathie amicale, les sentiments des jeunes gens se transformèrent en un amour ardent. Anne d'Autriche est très inquiète de voir que son fils accorde beaucoup d'attention à la nièce du cardinal. Elle a une impression de déjà-vu, car elle a vécu une expérience similaire, lorsque Louis s'est entiché d'Olympia. Mais alors qu'il s'agissait d'un engouement, le roi était maintenant amoureux. Le cardinal fait venir Marie, et exige de sa nièce qu'elle lui livre le contenu de ses conversations avec le roi, mais la jeune femme répond par un refus catégorique. Mazarini intensifie alors ses ennuis au sujet du mariage du roi de France avec l'infante d'Espagne. Maria est très jalouse de l'infante. Si quelqu'un dans l'entourage du roi commençait à faire l'éloge de sa rivale, elle ne pouvait cacher sa rage. La jeune fille s'attendait sérieusement à ce que Louis l'épouse. En particulier, son amant était d'accord avec la phrase « La meilleure chose qu'un roi puisse faire est d'épouser la personne qu'il aime ». Lorsque les Espagnols se rapprochèrent, et que le cardinal décida d'éloigner sa nièce de la cour de France, Louis fut très irrité. Il alla voir sa mère et Mazarini, et déclara qu'il voulait épouser Marie. Une conversation difficile s'engage, au cours de laquelle on explique au roi qu'il doit sacrifier ses sentiments aux intérêts de l'État. Louis reconnaît que sa mère et le cardinal ont raison. Les adieux des amoureux sont dramatiques. Le roi pleure et Marie, accablée par l'imminence de la séparation, dit avec tristesse « Sire, vous êtes le roi, sire, vous êtes le roi, vous pleurez, et je m'en vais ». Au moment de se séparer, Louis offre à Marie un luxueux collier de perles et lui promet de lui écrire des lettres. Marie se rendit à La Rochelle, où elle se languit de cette relation rompue. Le roi, comme il l'avait promis, lui écrivit des lettres et lui envoya des nouvelles de sa sœur Olympia, informant avec jubilation sa sœur qu'elle était maintenant à la cour, à côté de Louis. En novembre 1659, la paix ibérique entre la France et l'Espagne est signée, et le cardinal autorise sa nièce à retourner à Paris.
Mazarini trouva pour sa nièce un parti favorable en la personne du prince italien Colonna, mais Marie ne voulut pas entendre parler de mariage. Son sage oncle décida de ne pas insister. Bientôt, Marie commença à faire la cour au prince Claude de Lorraine, et la jeune fille se montra favorable à son attention. Contrairement au mariage avec un Italien, le mariage avec un Français lui donnait l'espoir de rester à la cour, aux côtés de son Louis bien-aimé. Mais lorsque le roi apprend les avances du prince, il se sent insulté. Marie s'en rend compte, voyant que lors de ses rencontres avec son souverain, elle fait preuve d'une froide indifférence, prétendant qu'elle est pour lui une place vide. Le 9 juin 1660 est conclu le mariage entre le roi de France et l'infante espagnole Marie-Thérèse. Le mariage a lieu à la frontière franco-espagnole. Les jeunes mariés arrivent à Paris le 26 août. Tous les habitants de la ville accueillent solennellement le souverain et son épouse. Maria, accompagnée de ses sœurs, se tient sur le balcon de l'hôtel particulier, qui appartient à Crivoy-Cateau. Ironie du sort, à côté de Maria se tient Françoise Caron, la même Française qui, des années plus tard, gagnera le cœur du roi. Maria comprend que le passé est révolu. Résignée, elle annonce à son oncle qu'elle épousera un prince italien. En 1661, elle épouse Lorenzo Onofrio Colonna. L'ancienne fiancée du roi se rendit en Italie. Le mariage avec le prince est d'abord un succès. Maria tomba amoureuse de Lorenzo, et ils vécurent âme à âme pendant 7 ans. Le mariage donna naissance à 2 enfants. La 3e grossesse s'est soldée par une fausse couche. Mais lorsque Maria tomba enceinte pour la 4e fois, elle découvrit la vérité désagréable au sujet de son mari. Il la trompait avec son ami, et avait en outre une liaison avec une domestique qui attendait un enfant de lui. L'amour de Maria s'est instantanément évaporé. Les relations avec son mari deviennent tendues, et, au cours de l'été 1672, soupçonnant son mari de vouloir l'empoisonner, Marie s'enfuit en France. Là, elle n'est pas acceptée, et doit errer à travers les États européens. Il est intéressant de noter que, pour tenter de comprendre pourquoi sa vie personnelle ne colle pas, Maria, comme son père autrefois, s'est mise à l'astrologie. Elle écrit même plusieurs livres sur le sujet. Maria meurt en mai 1715 à Pise. Au moment de sa mort, elle a 75 ans. Et quelques mois plus tard, la même année, Louis XIV, le plus grand amour de sa vie, meurt. Merci d'avoir consulté ce site.